vraiment un immense plaisir pour moi et pour nous tous à l'ENS de recevoir Riyad Sattouf pour cette nuit Sciences et Lettres, comme vous savez, consacrée aux origines. Alors je veux évidemment commencer par le remercier très chaleureusement au nom de tous d'avoir si gentiment, si facilement accepté de venir discuter avec nous. Alors c'est peu de dire que Riyad Sattouf est un homme très occupé. Et c'est vraiment un privilège et une grande chance que de l'avoir parmi nous ce soir à l'ENS. Alors pour ce thème des origines, il nous a semblé absolument évident qu'il fallait entendre ce soir l'auteur de L'Arabe du futur, l'auteur des Cahiers d'Esther, de Retour au collège, de Ma circoncision, et également de ce film magnifique qu'est Les Beaux Gosses, que vous avez tous vu, pour ne citer qu'une toute petite partie de son œuvre. On va évidemment pas pouvoir parler de tout. Mais alors, cette évidence, l'évidence qu'on avait d'inviter Riyad Sattouf ce soir, je crois qu'on peut tout de même l'expliquer par plusieurs raisons. Je vais en donner deux. D'abord, si L'Arabe du futur a touché autant de gens, et je rappelle que la série s'est vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires, vous me corrigez évidemment si je me trompe, dans 22 pays. Elle a été traduite dans plus de 15 langues, peut-être 16 langues, même si j'ai bien compté. Évidemment, si elle a eu un succès aussi fort, c'est parce que cette série parle de nous. Et quand je dis nous, je ne parle pas seulement des Français d'origine arabe, pas seulement des Français mi-arabes, mi-bretons, mais je parle évidemment de nous tous. Alors, il y a quelque chose de paradoxal à dire ça. Parce que l'histoire du petit Riyad, entre la Libye, la Syrie et le Cap Fréhel en Bretagne, a quelque chose de tout à fait singulier. Mais il me semble que c'est justement la façon dont Riyad Sattouf donne à voir cette singularité, en texte et en image, et par les yeux d'un enfant et d'un adolescent que nous avons tous été, que justement il rejoint quelque chose d'universel. Et une des formes que prend cette universalité, on va en reparler, c'est justement l'échange intergénérationnel que suscite, ça c'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans votre travail, c'est l'échange intergénérationnel que suscitent tous les livres de Riyad Sattouf, et on va en reparler ensemble tout à l'heure. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour tout philosophe qui s'intéresse à l'idée même d'origine, L'Arabe du futur, toute la série, recèle des trésors. En fait, je vais faire la minute philo maintenant, on a l'habitude, quand on réfléchit philosophiquement à la notion d'origine, de la distinguer de l'idée de commencement. Philosophiquement, ce n'est pas la même chose, l'origine et le commencement. Très simplement, l'origine est de l'ordre du fondement, de la cause, alors que le commencement est de l'ordre plus empirique du phénomène. Du coup, la question de l'origine est liée à une essence, à ce qui fait qu'une chose ou un être, en l'espèce un être, est ce qu'il est. Et c'est justement pour ça qu'elle est chez elle dans le mythe fondateur et dans la fiction. Donc il y a toujours dans la notion d'origine, et pour celui qui précisément la recherche, non seulement la volonté de comprendre, mais aussi celle de reconstruire. Et il y a plusieurs de mes questions qui vont porter autour de ça, autour de cette idée de reconstruction qui sera importante dans le travail de Riyad Sattouf. Alors, si vous me le permettez, je voudrais, cher Riyad, commencer par vous interroger sur cette idée même d'origine. Ça, vous me voyez venir, c'est le thème de la nuit, c'est un peu normal, et sur l'importance qu'elle peut avoir pour vous. Alors ça, c'est ma première question, que je développe un peu. Quand on a échangé pour préparer cette séance, je vous ai soumis un titre que les organisateurs de la nuit avaient provisoirement donné à votre intervention. Le titre, c'était, vous vous souvenez, « Les origines de l'identité arabe ». Vous m'avez tout de suite répondu, je vous cite quasiment, je préférerais quelque chose comme l'origine des identités au pluriel. C'est-à-dire donc sans le mot arabe. Et vous avez ajouté se sentir breton, arabe, fan de BD, sportif, etc. Alors j'ai trouvé cette réponse très intéressante et du coup je vous la retourne en forme de première question. En quoi diriez-vous que votre travail, qui très souvent s'ancre à votre propre histoire, est aussi une réflexion sur l'origine de vos, mais peut-être aussi de nos identités? Merci beaucoup. Bonsoir déjà, et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très impressionné.
faut que je fasse attention à ce que je vais dire. J'ai toujours peur de dire des trucs un peu idiots. Alors c'est vrai que voilà, cette question des origines, quand vous m'avez proposé ce titre, moi j'ai tout de suite dit non, en effet, parce que déjà, je suis très mauvais pour parler des choses en généralité, comme ça. Origine de l'identité arabe, je ne saurais pas quoi en dire, en fait. Voilà, moi c'est vrai que dans mes livres et notamment dans l'Arabe du futur, j'ai toujours raconté des faits qui étaient les choses que j'avais moi-même vécues. Mes souvenirs, enfin voilà ce que je pense être peut-être mes souvenirs, parfois en les déformant, certainement sans le faire exprès, mais et je m'interroge moi-même en effet sur qu'est-ce que c'est que d'être à moitié paysan sunnite d'un petit village à côté de Homs et à moitié descendant de Terre-Neuva breton, etc. Donc c'est vrai que c'était des espèces de questionnements que j'ai eu très tôt. Notamment parce que, voilà, comme je l'ai raconté dans ma bande dessinée, j'ai habité assez tôt dans des pays, notamment en Syrie, dans le village de mon père, et où là, très très tôt, en fait, je me suis rendu compte que j'avais il y avait des choses à faire et à suivre pour être accepté comme étant un membre du groupe, je sais pas. Et ça, j'en ai eu conscience vraiment très très tôt, dès mon arrivée, je devais avoir 5-6 ans. Et on mettait en effet en doute mon appartenance à la communauté des musulmans sunnites à laquelle appartenait mon père, dans ce village, justement. Parce que j'étais blond, ma mère était française, et donc je parlais pas l'arabe dialectal du village. J'avais l'air un petit peu... je vivais pas dehors. Les autres enfants, mes cousins, etc., ils avaient une vie beaucoup plus, au contact de la nature. En fait, c'était vraiment une vie rurale très. Et donc c'est vrai qu'assez tôt, je me suis déjà senti un petit peu exclu. Et ensuite, par ma place d'exclu, j'ai commencé à observer ce qui faisait l'unité des autres. Enfin, voilà, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et notamment en France. Enfin, voilà, après, quand je suis arrivé en France, j'ai jamais souffert de ce qu'on pourrait dire de racisme ou de choses comme ça. Alors j'ai jamais eu tellement peut-être un physique qui m'identifiait comme étant d'origine étrangère. J'ai plus eu de problèmes avec mon nom un peu ridicule, Satouf, qui provoquait l'hilarité en général. Et c'était plutôt ça qui... J'avais une question là-dessus. Voilà, non, c'est ça. C'est l'identité des mecs qui ont des noms ridicules. Je suis dans une copropriété, là, juste pour dire, je suis dans une copropriété, on a un problème avec juridique, et la dame de la copropriété du syndic, elle nous dit « Alors, on a un très bon avocat. Alors, il a un nom un peu bizarre, faut pas se laisser... Il s'appelle Fourien. » Et en fait, je me suis dit, en fait, il est avocat, donc il a son nom, Fourien, et c'est marqué avocat au barreau, etc. Et en fait, je me dis, cette vie, lui aussi, a pas dû être facile. Enfin, comment... Parce que là, en fait, non, mais dans le sens, il était... peut-être qu'il était hyper bon, mais tout de suite, même la personne qui l'avait engagé disait, attention, il s'appelle Fourien, mais... c'est un bon avocat quand même. Et je sais que voilà, moi, les problèmes d'intégration que j'ai eu, en plus, c'était par rapport à mon nom, qui n'était pas directement identifiable comme étant forcément tout de suite d'origine orientale. Parce que Riyad, c'est pas un nom qui n'était pas très connu. C'est pas Ahmed ou Mohamed. Enfin voilà. Il y a une planche quand même dans le tome 1, je crois, de l'Arabe du futur, qui m'a beaucoup frappé, où en fait vous découvrez et vous le dites d'ailleurs, c'est la solennité de votre nom en arabe. Alors, il y a tout un dessin comme ça très précis sur les lettres, sur les lettres, etc. Et c'est extrêmement intéressant de comparer justement la solennité qu'il peut y avoir dans Riyad al-Satouf en arabe, et puis l'aspect un peu ridicule que c'est en français, qui est justement que vous mettez en lumière après, quand en Bretagne, voilà, il y a ce gamin horrible là, qui se moque de votre nom constamment. Non, mais c'est vrai. Alors là, par exemple, dans mes livres aussi, je les ai écrits. J'ai refusé de demander de me renseigner auprès de ma famille ou auprès d'autres gens peut-être arabophones, etc. J'ai vraiment voulu faire ce livre complètement d'après mes souvenirs. Ouais. C'est vrai que j'en avais gardé pardon. Ah ouais. Plus haut. Ah ouais. Pardon, excusez-moi. Et voilà. Et c'est vrai que
Oui, et je me suis souvenu que quand j'étais enfant, la façon dont les gens prononçaient Satouf, c'était Al-Satouf. Et donc ils le disaient toujours parce que tout le monde était très fier de son patronyme, etc. Et donc j'en avais gardé un souvenir extrêmement, justement, de grandeur. Enfin, je sais pas comme en français, quoi. Et alors je pense qu'il y a sans doute des arabophones dans la salle qui m'arrêteront si je dis une bêtise, mais j'ai appris depuis. Parce que je ne savais pas ce que voulait dire Satouf, en fait. Je pensais que c'était... Alors, mon père m'avait dit, je gardais le souvenir que Riyad, ça veut dire le paradis, et Satouf, ça veut dire l'élu. Et en fait, quelqu'un m'a dit que Satouf, c'était le diminutif de Mustapha. Ah. Et donc, c'est comme si je m'appelais Lucien le Lulu. Enfin, je dis Lucien le Lulu parce qu'en fait, ça m'est revenu à l'esprit que mon père m'avait raconté. Je lui avais dit, mais c'est qui l'ancêtre le plus ancien que tu connais? Il m'avait dit, c'est un arrière-grand-père qui s'appelait Mustapha Al-Satouf. Et en fait, lui, il s'appelait vraiment Lucien le Lulu. Parce qu'en fait, il ne devait pas avoir de... Et donc, évidemment, je m'accrochais à la classe du nom Al-Satouf. Et même, voilà, j'ai même pas pu m'accrocher à ça. Donc, c'est vrai que ce nom a toujours été assez marrant à porter. Et aujourd'hui, voilà, c'est rigolo de voir les gens. Les gens rigolent plus tellement avec mon nom quand ils viennent me voir en dédicace. Ils sont contents de. C'est drôle, quoi. Voilà, mon nom était important aussi dans mon identité, aux origines de mon identité. Je suis le type avec un nom un peu ridicule. Alors, est-ce que je peux maintenant, j'avais une autre question. Elles sont évidemment forcément liées, mais dans le travail, dans votre travail, hein, que ce soit le travail livresque ou le travail filmique, évidemment, je dis une chose que tout le monde sait, l'enfance et l'adolescence occupent une place tout à fait extraordinaire. Hein, et je pense que c'est aussi ça qui explique le succès de votre travail. Et il y a peu d'auteurs qui savent, comme vous, capter ce mélange en fait assez extraordinaire de violence, de tendresse, d'humour, de ridicule, qui caractérise tous les âges qui précèdent l'âge adulte, en fait. Et en fait, ma question, elle est vraiment banale, hein, et on a dû sûrement vous la poser 1000 fois, donc je m'en excuse par avance, mais je voudrais savoir ce qui vous fascine dans ces âges-là. C'est-à-dire que je vous explique pourquoi je pose la question. La question, en fait, elle est particulièrement intéressante pour un philosophe, parce que, pour bon nombre de philosophes, l'enfant et l'adolescence, c'est un truc pas fini. C'est le pas réalisé. Hein, et du coup, on ne s'intéresse pas vraiment à ça, alors qu'au contraire, chez vous, il y a un statut plein et entier qui est donné à l'adolescence, et je voudrais en savoir un peu plus sur ça. Je crois que le fait que je revienne toujours à ça vient d'une chose simple, c'est que j'ai gardé des souvenirs très précis de mon adolescence et de mon enfance, et jusqu'à très 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 loin, vraiment très loin. J'ai plein de souvenirs de la très petite enfance, des souvenirs de sons, d'odeurs, même de paroles, de débuts de paroles, de comportements de gens avec moi, de la façon dont je regardais comment étaient les adultes entre eux. Je me rappelle, ils étaient extrêmement grands, et c'était dans une forêt de gens un peu qui se tournaient, puis souvent il y a des visages bienveillants qui souriaient tout le temps. Enfin, il y avait des... Donc, c'est pas du tout une période qui est brumeuse pour moi. Et j'en ai gardé vraiment plein aussi de... Comment dire, disons que je me rappelle très bien de comment étaient les enfants entre eux, sans le regard des adultes, et comment ils étaient entre eux sous le regard des adultes, comment les adultes sont avec les enfants. Enfin, j'ai toujours été très intéressé par cet état où on est des sortes de petits prisonniers, parce qu'on sait pas quoi, on n'est pas capable de se débrouiller. Je me rappelle très bien de plein de moments de ma vie où j'étais presque... J'avais quasiment encore des couches, par exemple, des espèces de trucs, et ça a duré même un peu après, des moments où on a soif, et puis on ne sait pas comment se procurer de l'eau, en fait. Ça m'est arrivé plein de fois en Syrie, par exemple, j'ai avoir le sentiment de mourir presque de soif. En fait, je ne savais pas à qui demander de l'eau Et donc cet état-là m'a peut-être toujours... J'adore regarder les gamins, voir comment ils vivent, comment ils se comportent avec leurs parents, etc. Je sais pas, je trouve que dans l'enfant, on peut... Enfin, j'aime bien essayer de voir ce que pourrait être l'adulte futur. Juste, ça m'intéresse, c'est vrai, je me dis tout le temps, voilà... Notamment, quand je regarde la culture des jeunes, enfin la culture jeune, comment on peut dire, par exemple. J'adore la musique des jeunes, par exemple. Avec les Cahiers d'Esther, je suis en contact avec une vraie jeune fille qui me raconte donc son quotidien
ses goûts musicaux, les trucs qu'elle aime. Et donc je passe des après-midi à lire toutes les paroles d'Aya Nakamura, toutes les. Mais non mais, mais c'est Quel vrai. courage. Mais non mais je me dis il y a un secret, il y a quelque chose, ça veut dire quelque chose, il y a quelque chose à lire dedans. Mais non, mais c'est vrai. Mais je pense, enfin je dis pas ça en me moquant, parce que c'est vrai que ça veut vraiment dire quelque chose. Mais je me dis il faut. Je veux comprendre où ça va, pourquoi c'est comme ça, mais juste en tant qu'individu en fait, pas. Voilà, donc, c'est marrant parce que quand on vieillit, on a de plus en plus une vision. On commence à voir des grands trucs temporels comme ça, avec les choses évoluer. Et c'est pas forcément, les jeunes n'ont pas forcément ce recul. Ouais. Toujours, je me rends bien compte en fait aujourd'hui que je commence à entreapercevoir certaines choses par rapport à ma propre expérience. Et donc, j'ai envie de garder le contact aussi avec la jeunesse, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours 10-12 ans, quoi. C'est pas... Enfin, pour moi, non pas d'être un enfant, mais que je suis la continuité de ça. J'ai pas jamais eu l'impression d'avoir fait le deuil de ces années-là. Et du coup, ça répond à la prochaine question que je vais vous poser. Alors, je disais au tout début, il y a quelque chose de fascinant dans votre travail, c'est que, enfin moi je l'ai vécu en tout cas dans ma propre famille, avec mes fils, c'est que c'est vraiment intergénérationnel. C'est-à-dire que c'est des livres qu'on peut partager, qu'on peut lire quand on a 12 ans et qu'on peut lire quand on en a 42. Voilà. Et sur lesquels on peut parler. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, une des questions qu'on s'est posées, en fait, que mes fils m'ont posées, c'est de savoir si... comment vous avez fait pour vous rappeler de tout ce que vous... Alors, vous avez déjà un peu répondu, mais je voudrais savoir si c'est vraiment vrai, ça. Comment vous avez fait pour vous rappeler tout ce que vous relatez? Est-ce qu'il y a une part de votre travail qui repose sur des sources, par exemple, des photos, des témoignages de votre propre famille? Est-ce que vous avez vérifié un certain nombre de choses? Ou alors, au contraire, l'idée était de rester uniquement dans le ressenti, dans le rapport à votre souvenir, sans checker, vérifier l'exactitude? Non, vraiment, je voulais pas vérifier. D'ailleurs, dans les livres, il y a des protagonistes de l'Arabe du futur qui ont lu évidemment le livre et qui m'ont fait de retours. Je les inclurais dans la suite de l'histoire, en fait, leur retour, en me disant justement, ils avaient parfois des visions différentes de certaines choses, mais je voulais absolument garder peut-être les erreurs que j'avais faites, parce que je me considère pas comme historien. Je suis pas, justement, c'est pas de faire quelque chose de très objectif. Je voulais vraiment raconter ce que j'avais dans la tête avec mes propres erreurs, parce que mes souvenirs soient vrais ou faux, c'est avec avec eux que j'ai grandi et que j'ai commencé à voir le monde. Donc, pour la mémoire, c'est pas intellectualisé du tout. Je sais que j'ai des images très précises de différents moments de ma vie. Alors, le travail sur la mémoire aussi, c'est des souvenirs un peu monde. Je sais pas comment. Par exemple, quand je me rappelle de l'école en Syrie, je vois très bien ce bâtiment gris. Puis je vois il est lézardé, etc. Puis je vois il y a les enfants, et en fait en le revoyant comme ça, je me dis mais oui, mais derrière le bâtiment, c'est vrai qu'il n'y avait pas de toilette en fait. Il y avait un endroit où tous les enfants faisaient caca dehors. Et en fait, je me dis, mais oui, il y avait plein de mouches et tout. Et en fait, il y avait plein de petits cailloux, mais les choses reviennent. Je ne vais pas tout de suite j'arrive à décrire, en fait, là, quelque chose que je revois. Et les gens arrivent aussi, pareil. Et une fois que les personnages reviennent, je me rappelle comment ils étaient habillés, la blouse des gamins, leurs chaussures moulées en plastique, etc. Puis je me rappelle de tel gamin qui avait une chaussure moulée en plastique avec un trou. En fait, ça revient comme ça. Il y a un très beau livre suite à l'exposition qui a eu lieu à la BPI en 2018. Il y a un très beau livre qui s'appelle L'écriture dessinée, où on voit justement un peu toutes les facettes de votre travail, et on voit quelques photos qui sont liées au contexte en fait de l'Arabe du futur. Et là, on voit effectivement la précision en fait, l'écolier, le cartable. Enfin, il y a tout un. Donc, on voit effectivement que c'est un travail très précis aussi de votre mémoire. Une question un peu connexe que je voulais vous poser. Dans ce même livre, vous expliquez que vous avez retiré. Ça m'a beaucoup fasciné, ça aussi. Ma circoncision, vous avez racheté les droits. Parce que vous ne vouliez pas que ça parasite l'Arabe du futur. J'ai pas très bien compris en fait en quoi vous pensiez que ça pouvait parasiter, sachant que c'est évidemment deux histoires identiques, mais pas racontées de la même manière.
En fait, oui, j'ai fait un livre quand j'étais beaucoup plus jeune, en 2003, je crois, où je racontais déjà un passage de ma vie en Syrie d'enfant. Et ce livre s'appelait Ma circoncision. Et en fait, j'ai horreur de ce titre. C'était pas moi qui l'avais choisi, en fait, donc c'est pour ça. Et à chaque fois que quand on le dit dans ma bibliographie, je suis presque gêné. J'ai fait un livre qui s'appelle Ma circoncision. Mais bon, c'est pas. Et c'est vrai que j'ai jamais été satisfaite complètement de ce livre. Et quand le premier volume de l'Arabe du futur est sorti, en fait, je suis remontée bien avant ce qu'il y avait dans Ma circoncision. Et donc, je voulais pas si jamais des lecteurs aimaient cette histoire, avaient envie d'en savoir plus ou de lire d'autres bandes dessinées, je voulais pas qu'ils puissent avoir accès à la suite de l'histoire, le moment où le père avait changé, etc. Ouais. Donc en effet, j'ai racheté tous les droits et tous les stocks d'ailleurs. Et puis il est plus édité. Et tous les stocks sont dans ma cave. C'est vrai en plus. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a peut-être 1000 ou 1500. Ah, vous avez une grande cave. C'est des caisses comme ça. Non, mais ça prend pas beaucoup de place. Hein, c'est un petit livre. Et voilà. Ouais, donc pour ceux qui l'ont, c'est un collector. Hein. Je me suis auto-censuré. Non, mais ce qui est fascinant, je vais vous parler d'autocensure, c'est que ce que vous décrivez dans l'écriture dessinée, dans le bouquin de l'expo, c'est qu'il y a eu une commission de censure sur ce livre. Oui, j'avais eu des problèmes avec la commission de censure sur les publications destinées à la jeunesse. Ouais. Je savais pas que ça existait. Ça. Ah, si. Alors si, d'ailleurs, je crois que ça existe toujours. En fait, c'était une commission qui surveillait les livres. Alors, ces livres étaient sortis dans une collection dite jeunesse qu'avait lancée Johannes Farr à l'époque chez Bréal Jeunesse. Mais c'était évidemment, c'était pas pour les très petits enfants, c'était plutôt conseillé à partir de 12 ans. C'est vrai qu'il y avait des gros mots, il y avait des. Enfin, moi je trouve que c'était pas pire que ce que peuvent l'être les cahiers d'Esther aujourd'hui. Mais ce que reprochait la commission au livre, c'était présentation négative de l'image du père et grossièreté. Et parce qu'il y avait sur Internet, on trouve le compte rendu du procès verbal qu'ils avaient fait. Et il y avait une dame. Alors dans le livre, je raconte comment déjà à l'époque, avec mes cousins syriens, on était fascinés par le film Conan le Barbare, notamment Arnold Schwarzenegger. Et en fait, après, on jouait dans le village en se prenant pour des Cimériens. Et donc il y a un moment, vous pourrez voir dans le compte rendu, il y a quelqu'un qui dit c'est un livre profondément insultant envers les Cimériens. Et ça m'avait été rapporté par quelqu'un qui était un éditeur qui était dans cette commission et qui avait dit, mais alors en plus il était un peu italien, et puis il m'avait dit, mais il a dit c'est insultant pour les Cimériens. J'ai dit, mais les Cimériens c'est dans Conan le Barbare, c'est pas. Et elle m'a dit, ah bon, c'est pas une ethnie de Syrie? Je crois que c'était une ethnie syrienne. Donc c'est vrai que c'était très. Tout le monde n'a pas vu Conan le Barbare. Ça, c'est une seule génération. J'ai été sauvé. En fait, j'étais quand même allé à la police. Je me rappelle, j'avais fait tout un interrogatoire avec une officier une inspectrice de police qui m'avait posé plein de questions. Et j'ai été sauvé parce que il y a eu 2 articles positifs dans Libération sur Ma circoncision et mon autre livre qui avait eu des problèmes aussi, qui s'appelait Manuel Dupuceau. Et en fait, après, tout a été abandonné. Voilà. Il est dans votre cave aussi, Manuel Dupuceau ? Hein ? Il est dans votre cave ? Non, alors j'ai essayé aussi de le racheter. Mais j'ai pas. Ils n'ont jamais voulu me vendre. Mais quand vous parlez justement des livres qui peuvent se lire d'une génération à l'autre, justement, en fait, depuis que j'ai fait l'Arabe du futur et les cahiers d'Esther, mon lectorat a été multiplié par 30 ou 40. Enfin, avant, j'avais beaucoup moins de succès. Vraiment, c'était plus des fans de bande dessinée, etc. Maintenant, avec l'Arabe du futur, j'ai énormément, par exemple, de mamies ou de papis, etc. J'adore des familles, etc. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est quand une petite mamie qui adore l'Arabe du futur vient me voir et me dit « Ah, j'ai acheté Manuel Dupuceau !» Ça n'est pas exactement la même chose que l'Arabe du futur. J'aime un peu moins. Parce qu'en effet, j'ai eu une période où j'ai fait un peu ma crise d'adolescence dans mes BD, où j'aimais bien faire des trucs un peu choquants, un peu. Et voilà, il n'y a pas c'est pas homogène, oui, c'est ça. Il n'y a pas une. Alors, je voudrais un peu voilà, j'ai encore 2 questions, et puis après, on va passer la parole à la salle. Je voulais juste qu'on conclue un peu sur l'identité bretonne et le rapport entre l'identité bretonne et l'identité arabe. Et je voudrais pour ça commencer par interroger le coloriste que vous êtes. C'est quelque chose de frappant dans votre travail aussi, vous me corrigez évidemment, mais vous faites toujours les couleurs de vos albums. Hein.
Aussi, Oui, toujours. Enfin, depuis l'Arabe du futur et le Cahier d'Esther. Avant, j'avais des coloris. Ah oui. Dans l'Arabe du futur, quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que le passage d'une identité à une autre, si j'ose dire, se marque par un changement d'identité visuelle. Grosso modo, c'est jaune pour la Libye, rose et rouge, parfois vert pour la Syrie, et bleu surtout pour la Bretagne. Quelque chose qui m'a fasciné, c'est que les planches qui décrivent des scènes en avion, il y en a pas mal, sont, quant à elles, parfois bleues, parfois roses, et il me semble qu'elles sont roses quand l'avion vient de Damas, mais qu'elles sont bleues quand l'avion vole vers Damas. Je crois que j'ai vérifié. Non, c'est ça. Ouais. Alors, ma question, au fond, c'est quoi l'origine de cette identité visuelle? Évidemment, c'est quelque chose que vous avez recherché, que vous avez voulu faire. Est-ce que ça sert à alerter le lecteur, ou tout simplement pour savoir où il est? Ou bien, est-ce que ça correspond à la façon dont vous avez vu le monde autour de vous dans ces moments que vous décrivez? Et puis, au fond, est-ce que le choix des couleurs chaudes et tendres pour la Syrie, alors que les scènes sont souvent violentes, et froides et dures pour la Bretagne, alors que les scènes le sont souvent moins, est-ce que ça a pour but de compenser un peu parfois la violence du récit? Non, pas vraiment. Et c'est vrai qu'il y a une vraie raison. C'était très simple. Quand j'ai commencé à écrire l'Arabe du futur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de voyages, d'allers-retours, etc. Et je me suis dit que, bon, comme je ne me considère pas comme étant un dessinateur spécialement virtuose, ou je pense que je suis meilleur quand je m'impose des contraintes. Ouais. Et donc, je me suis imposé plein de contraintes en me disant déjà, je vais faire du 3 bandes et non pas du 4 bandes comme Hergé. Je vais faire des petits chapitres. Ensuite, je ne vais pas avoir le droit d'utiliser toutes les couleurs que je veux. Soudain, je me rappelle très bien, je me suis souvenu, surtout par rapport à la Libye, que ces périodes de voyage, notamment dans ma tête, étaient rangées par couleurs. C'est-à-dire que la Libye était un pays extrêmement chaud et lumineux. Et je me rappelle de quelque chose de très jaune, de sable. Donc je me suis dit, la Libye sera jaune. La Syrie, il y avait le côté rose de la terre, qu'on peut revoir sur des vieilles photos. La terre est vraiment pleine de fer. Donc je me suis dit, la Syrie sera rose. Et la Bretagne, c'était le bleu de la mer, du ciel, etc. Et donc, c'est vrai que comme c'est une bande dessinée aussi qui parle de nationalisme et du fait que mon père était un arabe d'extrême droite, je me suis dit, je vais m'autoriser dans chacun des pays à utiliser en plus les couleurs du drapeau de chaque pays. Donc voilà, et avec ce vocabulaire coloré, comme ça, je me débrouille de ça pour raconter mon récit. Et par exemple, c'est marrant quand vous parlez de cette histoire d'avion, parce que je l'ai fait dans le tome 1. Je ne l'ai pas vraiment fait dans la suite, mais dans le tome 1, en fait, quand on est dans Syrian Airlines, dans la compagnie syrienne, il y a une ambiance syrienne, parce que les mecs fumaient, il y avait un truc, donc je garde le rose de la terre. Et quand on est dans Air France, il y avait l'ambiance française, donc c'est... donc c'est les compagnies, c'est pas forcément le sens du vol. Non, c'est pas le sens du vol, voilà. Et les Syrian Air, quand il arrivait, ça pouvait être rose dans l'avion, mais l'extérieur peut être bleu. Mais j'ai un petit peu abandonné ça aussi par la suite. D'accord. J'ai une dernière question, toujours sur ce thème-là, qui est un peu lié au thème de la nuit et de la soirée. Quand on lit l'Arabe du futur, on est évidemment frappé, on est emporté par les scènes syriennes, par aussi leur violence, par la dureté des rapports humains, par le dénuement de la vie dans les villages, etc. Mais au fond, en relisant tout, je me suis dit que les planches consacrées à la Bretagne ne sont pas moins frappantes. C'est-à-dire que, au fond, ce qui est frappant, c'est le parallélisme il me semble que vous avez institué entre certaines situations. Je prends 2 exemples qui m'ont beaucoup frappé, mais peut-être que c'est mon imagination. Un, le rapport superstitieux à la religion et plus généralement aux préjugés, qu'on trouve évidemment en Syrie, mais tout autant en Bretagne, sur des croyances religieuses, des mœurs sexuelles, etc. Et puis, deuxièmement, le rapport aux animaux. Il y a une scène extraordinaire dans le tome 3, il me semble, sur ces vieux bretons, cette vieille bretonne et ce vieux breton qui massacre les chiots, qui tue son chien de chasse une fois qu'il ne sert à rien, etc. Qui a une sorte de parallélisme avec ce qu'on peut trouver avec le rapport aux animaux qu'on trouve en Syrie. Ça, c'est quelque chose que vous avez construit vraiment
C'était assez peu intellectualisé, mais disons que en Syrie, c'était une vie très rurale, c'est des paysans, ils cultivaient leurs terres pour manger, ils vendaient un petit peu, donc ils vivaient au contact des animaux. Et c'est vrai que dans la Bretagne de ma grand-mère, il y avait encore quelques paysans dans son village, notamment des très âgés, qui se comportaient avec leurs bêtes, avec leurs un peu comme pouvaient le faire les gens du village en Syrie. Donc ça a toujours été très proche. Enfin, ces deux choses-là étaient très proches dans ma tête. Donc j'avais envie de le raconter, notamment aussi parce que, comme dans le premier tome de l'Arabe du futur, il y a cette scène assez violente où à un moment, des enfants se mettent à jouer au football avec un chiot et le tuent. Et ça, je me rappelle parfaitement de ce souvenir, ça. Et j'avais très envie justement un peu de faire souffrir le lecteur et que dans la suite de l'aventure justement il se rend compte que finalement c'est pas torturer des animaux, c'est humain, enfin c'est un truc de l'humanité. Il y a voilà. Ouais. Allez, je me tais, j'ai une dernière question, je m'étais promis de vous la poser. Pourquoi l'Arabe du futur n'est pas encore traduit en arabe ? C'est une très bonne question. Et je suis très contente de pouvoir vous y répondre. Peut-être, j'espère que la réponse ne va pas vous décevoir parce qu'elle est beaucoup moins croustillante qu'on pourrait croire qu'elle. En fait, c'est vrai que il y a quelques langues comme ça dans lesquelles l'arabe du futur n'est pas encore traduit. Il y a l'arabe, il y a l'hébreu, le chinois, mais ça, les Chinois, par contre, ils s'en fichent complètement, ça c'est vrai. Mais par exemple, on a eu des propositions, en effet, d'éditeurs arabes et en langue et en hébreu. Et le problème que j'avais avec eux, alors déjà, le marché du livre est très petit en langue arabe, il y a assez peu d'éditeurs. Et surtout, les éditeurs qui voulaient traduire l'arabe du futur, en fait, ne voulaient s'engager que sur le tome 1. Et ils disaient, oui, on va faire le 1, et si ça marche, Inch'Allah, on verra, on fera la suite. Je sais pas. Je disais, mais non, c'est pas possible, parce que le jour où je fais le 1 en arabe, il y a une partie de ma famille qui est syrienne qui va immédiatement le lire. Et si ils ont que le tome 1, parce que le tome 1 c'est pas que l'histoire c'est pas l'arabe du futur, c'est pas que le tome 1, je pouvais pas prendre le risque de pas avoir la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que quand l'histoire sera terminée, je le proposerai à la traduction en entier, comme ça ils seront obligés de le faire en entier. Ouais. Voilà, c'est juste à cause de ça. Et c'est pareil en hébreu aussi, d'ailleurs pareil, exactement pareil. C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez parlé de forêt de jambes tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu des adultes qui vous ont dit, qui n'avaient pas la même perception que vous de ce qui vous est arrivé, qui vous ont dit, en lisant l'Arabe du futur, on n'avait pas pensé ça comme ça, on n'avait pas vu que c'était aussi important pour toi ? J'ai eu des retours d'adultes, oui, bien sûr. Quand même sur cette histoire, oui. Alors c'est vrai que je vais les inclure dans la suite de la bande dessinée. Donc il y a certains personnages qui m'ont fait des réflexions, etc. Mais souvent, c'est pas forcément des critiques, c'est même des choses que j'ai vues d'un autre. Mais c'est vrai que le regard de l'enfant par rapport aux adultes, on souvent. Enfin, j'ai des enfants, donc je me rends bien compte qu'on dramatise pas autant que le font des enfants, par exemple. Je sais que j'ai emmené mon fils à l'école l'autre jour dans sa classe, donc il est en maternelle. Et donc lui, il se bagarre pas du tout. Et les autres garçons, c'est vraiment des bourrins incroyables. En fait, ils se grimpent dessus, ils sautent dessus. Et en fait, je suis arrivé dans la classe, comme ça, la maîtresse ils sont 32 par classe, je sais pas, la maîtresse est en train de faire un truc. Il y avait un groupe de 3-4 enfants qui étaient en train de se tirer dessus et tout. Il y en avait un dans les trois, il avait son t-shirt qui était comme ça. Et en fait, on sentait qu'il vivait un moment, une expérience proche de l'accident grave, en fait, pour lui. Mais en fait, vu comme ça, en fait, on aurait dit 3 gros poupons assez mignons. Et ils sont mignons avec leurs petites jambes et leurs petites boules. Mais sauf qu'il y avait mon fils qui était à côté. Et finalement, il y avait une sorte de mouvement comme ça avec un qui était. Mais à son échelle, c'est comme. C'est un lieu commun que je vais dire, mais c'est comme si des adultes sont en train de se bagarrer brutalement juste à côté de. On se dit, est-ce qu'on va prendre un coup ? Puis il y en a un qui est à moitié en train de suffoquer. Mais des adultes, alors la maîtresse arrivait, elle a fait Thibaut, arrête, viens là. Mais sauf que l'autre qui a pas respiré pendant 10 minutes, après je l'ai vu, il était là. Il était dans un coin, mais
on fait pas forcément, on se dit bon ça va passer, il va oublier, il va grandir, il va oublier et puis ça va pas. Il joue à Conan le Barbare peut-être, non? Non, je sais pas, il joue à un truc je sais pas, mais voilà, et c'est vrai que c'est ce décalage, moi je me rappelle très très bien avoir été étouffé comme ça par exemple. Et je me rappelle de ce que ça fait de voir un gamin qui fait peut-être 5 cm de plus que vous, 6 cm, mais à son échelle, c'est comme s'il faisait 30 cm de plus et tout, et puis qui vous dit un truc agressif, et qui vous tape, et quand il vous tape, ça fait un... Enfin, c'est pas... Le rapport d'échelle, voilà, je voulais vraiment le point de vue de l'enfant, retranscrire ça. Tu avais une question? Ouais. Eh bien, en fait, vous dessinez pas pareil, mais en un an de différence, vous avez extrêmement changé dans un de vos livres différents. Dans l'Arabe du futur, quand vous dessinez en 4e, vous dessinez blond, avec une coupe banane, avec un petit crâne d'œuf, pas beaucoup de boutons d'acné et pas de lunettes. Alors que dans Retour au collège, quand vous dessinez en 3e, vous avez une coupe bouclée en avant, beaucoup de boutons d'acné et des lunettes. Autant de changements en un an, c'est quand même pas mal. Non, mais c'est une très bonne question, mais non, mais c'est vrai. En fait, ça vient aussi du problème de la représentation de soi-même. Je sais que une des raisons qui me bloquait complètement avec l'Arabe du futur, j'avais envie de raconter cette histoire. J'avais lu des bandes dessinées qui m'avaient donné envie de le faire. Je pensais avoir trouvé mais j'avais très peur de me dessiner moi-même. Parce que déjà, j'ai horreur dans les bandes dessinées autobiographiques en général. Je parle pas en général, mais là, je vais quand même dire en général. Je trouve que les dessinateurs, quand ils se dessinent eux-mêmes, ils se dessinent toujours beaucoup plus beaux qu'ils ne sont en vrai. Et si vous regarderez, il y a des gens qui se dessinent, c'est un vrai truc. Vous voyez leur dessin, vous dites, il est un peu séduisant. Et quand vous le voyez en vrai, il a... Oui, c'est vrai. Et en fait, je voulais pas tomber dans ce travers-là, en fait, juste en tant qu'être humain. Alors, il y a aussi le travers inverse qui est de se dessiner plus moche qu'on est. Ça, c'est aussi un peu... Alors, j'étais un peu tombé là-dedans, parce que Retour au collège, c'est une beaucoup plus vieille bande dessinée. Donc, je m'étais créé un personnage, en fait, qui n'était pas vraiment celui que j'avais à l'époque. Mais dans l'Arabe du futur, par exemple, tout s'est débloqué quand je me suis souvenu que quand j'étais un petit enfant, j'étais ultra beau. Et tout le monde m'admirait tout le temps, on me caressait les cheveux, j'étais une petite Brigitte Bardot sublime et tout. Donc là, ça m'a complètement débloqué. Je me suis dit, bah voilà, je vais non seulement me dessiner comme le plus beau des plus beaux. Mais alors après, en effet, est arrivée l'adolescence. Et c'est le moment où vraiment mon corps a complètement changé. Surtout que j'ai changé aussi de coiffure. Parce que je voulais avoir l'air plus viril, je voulais ressembler à Tom Cruise, sauf que bon, j'étais un bretonno-syrien, j'étais pas californien, donc j'avais en effet, comme tu l'as si bien fait remarquer, j'en ai conçu un petit pincement, un crâne d'œuf. C'est vrai, on m'appelait souvent crâne d'œuf, je l'ai toujours d'ailleurs quand je passe chez le coiffeur et qu'il me monte ma tête derrière, je fais ah putain. J'ai vraiment un crâne d'œuf. Et voilà, mais c'est vrai que la représentation de soi, c'est assez compliqué. Je me demande comment je vais faire pour la suite. En effet, c'est vrai que parce que mes cheveux sont devenus... Comment je vais représenter J'étais vraiment blond comme Brigitte Bardot et je suis devenu avec cette couleur-là. Je ne sais pas comment encore la représenter avec mon style. Est-ce que je vais faire un aplat noir comme je faisais avant? Est-ce que je vais faire... Je ne sais pas encore. Mais c'est pas si facile. C'est assez... Je me pose encore des questions. Alors moi, j'ai une question. C'est, vous avez dit que vos tomes de ma circoncision, ils sont dans votre cave. Mais quand l'Arabe du futur, tous les tomes sont sortis, est-ce que vous comptez les ressortir? Bah, oui, pourquoi pas, peut-être. Mais c'est vrai que j'y pense pas trop. J'ai pas de... Peut-être je le mettrais en bonus à la fin du livre en disant j'avais déjà essayé de raconter cette histoire-là une fois. Mais c'est vrai que ma circoncision, c'était un peu violent comme livre. Enfin, ça correspondait pas vraiment à mes souvenirs. Je m'étais donné un meilleur rôle dans la BD. Je m'étais donné le rôle d'un enfant un peu costaud à qui on la fait pas. Alors, j'étais pas du tout comme ça. J'étais vraiment un petit lèche-cul, un mec qui avait très peur de tout. Non, mais c'est vrai en plus. Oui, moi je pense que c'est plus proche de la réalité que ma circoncision. D'ailleurs, j'avais pas la même coiffure. Je m'étais fait une coiffure courte avec une petite boule comme ça, une petite mèche. Et j'ai jamais eu cette coiffure-là. En fait, j'ai toujours eu une petite coiffure comme ça.
Mais j'avais encore honte de ce que j'avais été, je pense, tout simplement. Je n'étais pas prêt pour raconter cette histoire. Alors voilà, juste une dernière question. Je veux juste une dernière question avant de caler ça. Vous avez parlé de la façon, du travail de rendre la mémoire. Est-ce que le fait de dessiner n'aide pas justement à retrouver ces détails comme les toilettes, etc., derrière l'école, etc. Le fait de réfléchir sous forme de dessin, plutôt que de juste avoir la mémoire seule. C'est comme les odeurs associées, etc. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a tout un ensemble de choses. Le dessin permet de réexplorer des choses, mais en même temps je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié plein de trucs. Par exemple, quand j'ai fait le premier tome de l'Arabe du futur, j'avais complètement oublié de dessiner tous les fils électriques qu'il y avait au-dessus des maisons. En fait, le village était pris dans une sorte de nasse. Il y avait des trucs à haute tension qui traînaient par terre, des machins, des trucs. Et quand je l'ai dessiné, le village, je l'ai fait complètement aéré. Or, il n'était pas du tout comme ça. Je sais que les odeurs, souvent, je sens une odeur qui me rappelle la Syrie, par exemple. C'est en général des odeurs synthétiques et chimiques. C'est le béton tout neuf ou la peinture, le dissolvant, le mazout, le fioul. C'est pas tellement des choses... mais il se passe des choses très étranges avec la mémoire. C'est vrai que je me rappelle alors, c'était un soir quand j'étais en train de faire le tome 1 de l'Arabe du futur. J'étais en train de dessiner la maison de ma grand-mère bretonne et je n'y étais pas retourné depuis, ça faisait 20 ans que j'y étais pas allé. Je dessinais l'escalier qu'il y avait au bout de la grande pièce, et qui était un truc en bois comme ça, qui remontait avec un papier peint fleuri, pas très joli, et qui remontait comme ça. Et en fait, de manière très étrange, l'odeur exactement précise de la maison est revenue pendant je sais pas, ça a duré 4 ou 5 secondes c'était le dessin a fait revenir cette odeur. Alors après, j'en ai parlé à quelqu'un de ma famille qui est médecin et qui est je sais pas quoi, chirurgien ou neurologue, quelque chose comme ça. Et il m'a dit que c'était un des symptômes d'Alzheimer. Alors j'ai eu moi, je pensais qu'il allait me dire t'es un génie, t'es vraiment... Et depuis, je me dis... Ça m'arrive pas trop souvent, mais c'est vrai que le fait de dessiner, ça fait remonter des choses. En effet, je crois que c'est très lié à la mémoire, oui, parce que on refait toujours les mêmes dessins. Je dessine toujours les mêmes nez que ceux que je dessinais quand j'étais enfant, le rond. J'ai toujours le même tic, j'ai des tics de dessin que j'avais déjà à 10 ans, ouais. Ça. Merci beaucoup. On est vraiment, on pourrait continuer des heures, et puis bon, malheureusement, voilà, il faut céder la salle. Merci encore. Merci beaucoup, Dimitri. Merci d'être venu. Merci.